C'est le moment de dévoiler les lauréats de l'appel à candidature URIOPS 2015 qui s'est effectué en coopération avec la région via une convention pour le développement des filières de l'économie sociale et solidaire. Vous allez devoir aller au pupitre, de toute façon. Cette convention qui donc lie l'URIOPS jusqu'au 31 mars 2017 prévoit notamment dans son axe 2 d'inciter et de développer les coopérations entre nos adhérents et d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. Les 4 projets qui ont été retenus et qui vont être proclamés par M. Soulages en sont l'illustration. Ils gagnent quoi? Ils ne gagnent pas d'argent, il n'y a plus de fric de toute façon, donc laissez tomber. Ils gagnent du mécénat de compétences d'une valeur de 12 à 15 000 euros, TTC j'entends. Et ce mécénat de compétences, il se décompose en 3 temps méthodologiques pour structurer le projet et détecter les besoins éventuels, plus jusqu'à 10 jours d'accompagnement par un prestataire, un expert, pour accompagner le projet, si possible, dans sa mise en œuvre, ou du moins dans la continuité de son développement. Ensuite, il y a bien sûr des temps de communication pour promouvoir ces projets. On a quelques représentants des lauréats de l'an dernier, notamment Poidats, qui est juste en face de moi. Et voilà, donc je vais laisser juste Guillaume Quercy dire 3 mots sur le comité de sélection qui s'est tenu la semaine dernière. La région, c'est pas qu'elle fait la gueule, mais elle voulait bien intervenir, mais on est quand même à l'orée, n'est-ce pas, des élections régionales. Donc voilà, il y a un représentant de la région ici. Où est Charlie? Ça, je vous laisse le découvrir. En tout cas, je passe la parole à Guillaume Quercy pour faire l'état des lieux du comité de sélection de la semaine dernière. Oui, alors je vais évidemment être très court compte tenu du fait que j'ai passé ma journée à demander à tout le monde de raccourcir et d'aller plus vite. Donc j'ai effectivement eu l'honneur de présider le comité de sélection des projets. Juste 2 remarques. La première, c'est que tous les projets que nous avons vus étaient d'une extrême qualité, très ouverts sur des partenariats, très innovants, très intelligents dans la manière d'aborder de manière différente le traitement d'un certain nombre de sujets qu'on est amené au quotidien à affronter sur les territoires. Donc, premier élément de grande satisfaction, c'est la qualité de tous les projets que nous avons reçus. Alors, deuxième élément, évidemment, il fallait faire des choix. Et là, je voudrais remercier plus particulièrement l'ensemble des membres du jury. Nous étions une quinzaine entre des partenaires de l'URIOPS, des lauréats de l'an dernier, des représentants d'adhérents. On a, je crois, fait des auditions et délibéré pendant 5 heures. C'est un peu moins qu'au Festival de Cannes, mais tout de même. Je dois dire que les débats ont été riches, qu'il a été difficile de choisir, que nous avions tous nos petites grilles, nos cotations, qu'on a fini par faire des choix. Donc, François Soulages va pouvoir vous dire quels sont les 4 lauréats que nous avons retenus. Je précise tout de suite, parce qu'on est dans le monde associatif, on n'est pas là dans le show business. Donc, bien sûr, les projets qui n'auront pas été retenus dans le cadre de cet appel à candidature vont bénéficier néanmoins d'un accompagnement de l'URIOPS, dans une forme évidemment moins soutenue que dans le cadre de la convention région Île-de-France pour les raisons que vous imaginez. Mais quoi qu'il en soit, et évidemment, ils auront eux aussi un soutien de notre part dans l'accompagnement et le démarrage de leur projet. Je vous cède la parole, Monsieur Soulages. Bonjour à tous. Un petit mot d'abord pour expliquer peut-être pourquoi on m'a demandé de remettre ces prix. Vous le savez peut-être, je préside à l'intérieur de l'UNIOPS la commission de lutte contre les exclusions qui, pour sa communication, porte un nom que vous connaissez sans doute, ça s'appelle le collectif Alerte. Alors, si vous ne le connaissez pas, vous allez découvrir. L'intérêt de ce collectif, c'est qu'il rassemble toutes les associations de lutte contre l'exclusion et pour l'inclusion. Et c'est à ce titre que nous avons obtenu qu'il existe un plan national de lutte contre la pauvreté qui essaye de régler un certain nombre de questions, plus ou moins bien, je dirais plutôt moins bien que plus bien, mais enfin que meilleur, mais bon, c'est comme ça. Et donc, alors si je perds les enveloppes, là ça va plus aller. Et donc j'imagine que c'est à ce titre qu'on m'a demandé de présider à cette remise des prix. Alors j'ai là 4 enveloppes. On m'a dit que la dernière, ça s'appelait le coup de cœur du jury, donc ce sera
encore un peu plus intéressant. Donc alors j'imagine que vous appelez les lauréats à la tribune à mesure, c'est ça? Les lauréats viennent sur scène et restent voilà. sur scène et disent quelques mots sur leur... Alors attention. Alors le premier, c'est la Fondation des Amis de l'Atelier pour le projet Âge Libre. Alors la Fondation des Amis de l'Atelier, ils sont où? Voilà, venez, venez. Décidément, je vais faire une... Allez, laissez monter tranquillement. Voilà, venez par là. Alors, ils vont vous présenter rapidement leur projet. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que d'une part, d'abord c'est une grosse maison que je ne connaissais pas, donc c'est toujours intéressant d'apprendre. Ils ont vraiment complètement joué le jeu du consortium, c'est-à-dire qu'ils ont associé toute une série d'institutions avec lesquelles ils sont liés, ils vont vous en parler. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils s'adressent à une population qui est aujourd'hui particulièrement fragilisée, enfin, parmi ceux dont ils s'occupent, qui sont les personnes handicapées vieillissantes, c'est-à-dire à la sortie des EHPAD. Je ne me suis pas trompé. Non, c'est ça. C'est bien ça. Or, dans notre société, c'est un des problèmes majeurs que l'on a. Aujourd'hui, on sait mettre au travail, mais quand ils sont à la retraite, quand ils sont vieillissants, on a une vraie difficulté. Et donc, je trouve que c'est important de pouvoir aujourd'hui, avec les moyens de la Fondation, car vous avez des moyens, heureusement, de pouvoir vous occuper de cette question. Je vais vous laisser présenter votre projet en quelques mots. Alors en effet, Âge Libre, c'est une plateforme qui facilite le passage vers la retraite des travailleurs en ESAT. Donc à l'initiative, c'est effectivement des établissements de la Fondation des Amis Atelier qui a pensé et mis en œuvre ce projet. Mais aujourd'hui, il y a 10 établissements qui participent activement, donc 4 autres organismes gestionnaires, et puis pas mal d'acteurs du droit commun, des municipalités, des associations d'unité sociale, et donc des partenaires sanitaires, les familles, etc. Donc on est vraiment plusieurs autour de la table à penser et à agir ce projet. Donc concrètement, comment ça se passe? Donc ces différents acteurs proposent des prestations tout au long de la semaine et les adhérents d'Âge Libre choisissent ce dont elles ont besoin. Alors je fais une petite parenthèse sur le nom Âge Libre qui est important, surtout dans notre secteur. On parle rarement de liberté quand on évoque les personnes dans nos institutions médico-sociales. Et Âge Libre est un projet où on apprend la souplesse, alors à la fois nous, établissements médico-sociaux, mais aussi les personnes qui participent, parce qu'enfin, j'ai envie de dire, elles peuvent choisir ce dont elles ont besoin. Alors pour certaines, ce sera plus des prestations liées aux soins et au bien-être, puisqu'on sait que l'avancée en âge provoque des fragilités. Pour d'autres, c'est plus des prestations liées aux informations par rapport à leurs droits. C'est quand même une grande question. Qu'est-ce qu'elles vont prétendre avoir quand elles arrêteront leur travail en ESAT? Après, il y a toutes les prestations liées à l'utilité sociale. Ça, c'est une question qu'on peut très bien comprendre. Qu'est-ce que je vais faire de mes journées quand je ne travaillerai plus? Donc pour cela, il y a des partenariats avec des associations type SPA, Resto du Cœur, pour permettre à ces personnes d'avoir un sens dans leur journée. Donc les moyens qu'on a sont des petits moyens qui sont mutualisés entre établissements, des moyens humains, des moyens matériels qui permettent de proposer ces prestations. Donc aujourd'hui, grosso modo, il y a 25 personnes accompagnées et en une année, ça représente à peu près, on va dire, entre 500 et 600 journées de prestations proposées. Voilà, je vais laisser Marlène conclure. Avant de passer, les personnes, puisque vous dites que vous avez une plateforme, comment connaît-on cette plateforme pour pouvoir faire appel à vous? Alors c'est surtout dans les ESAT. Donc dans le projet, effectivement, dans les 10 établissements adhérents d'Âge Libre, la moitié sont des ESAT, puisque les besoins sont recensés dans les ESAT. Donc les ESAT font appel à Âge Libre pour accompagner ces personnes. Alors Marc Bourquin disait ce matin qu'on allait passer d'une idée, d'une logique de prise en charge à une logique d'accompagnement. Ne pas se centrer simplement sur le présent, mais aussi essayer d'envisager le futur. Je crois qu'on essaye de le faire. En tout cas, c'est le projet qu'on a. Un projet qui a démarré déjà à partir des besoins qu'on avait constatés auprès des publics accueillis. Alors, ce qui est quand même très compliqué, alors on est dans une logique de plateforme, on est dans une logique de coopération.
Ce qui est compliqué, c'est que la personne handicapée, quand elle a 60 ans, elle devient une personne âgée. Donc le risque majeur quand même, alors on peut dire que c'est la déstigmatisation, ce qui est plutôt positif. En même temps, le risque majeur, c'est quand même le risque d'exclusion, le risque de non-visibilité. Voilà, donc l'idée quand même de cette plateforme, c'est de travailler sur les temps de transition, sur le parcours de la personne, et puis essayer d'anticiper l'isolement, qui est quand même un risque majeur. Alors voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille, qu'on a d'abord travaillé en interne dans la Fondation, qu'on a associé des partenaires, parce que je crois qu'on est tous d'accord qu'à plusieurs, on est plus intelligents. La question, c'est maintenant un peu de savoir jusqu'où on va, c'est quoi les limites de ce dispositif, ça va être quoi la forme juridique, et c'est un peu dans ce sens qu'on avait besoin d'un accompagnement, et donc on vous remercie de nous avoir retenus. Ça, justement, quand vous accompagnez des personnes, vous allez vous-même être accompagné. Là, il y a une réciprocité intéressante. Merci beaucoup. Alors, j'ouvre le deuxième. L'association AVEJ pour le projet Voyager autrement. Vous allez voir, ça va nous emmener dans quelques pays lointains, du moins pour l'année 2015. Pour les autres années, les pays seront visiblement un peu moins lointains. Venez, venez, parmi nous. Alors, je vais vous laisser présenter votre projet. Ce qui m'avait frappé quand je l'ai regardé, c'est cette attention que vous avez pour des jeunes d'une culture différente de la nôtre et qui vivent un éloignement. Et pour l'année 2015, vous avez choisi de travailler avec des Vietnamiens, avec des gens qui vont osciller entre Chiminville et Paris. Donc c'est pas mal. Donc là, il y a quelque chose, c'est pour ça que je parlais des voyages un peu lointains, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que dans notre pays, il y a quand même des communautés, notamment indo-chinoises, qui sont importantes. Ceux d'entre vous qui habitent dans le 13e arrondissement de Paris, ça ne leur a pas échappé. Et donc il y a là une attention qui est souvent de la part des associations françaises. On s'occupe des nationaux, pour reprendre des idées qui traînent aujourd'hui. Donc je trouve intéressant qu'il y a là tout d'un coup, on dit non, attention, ce qu'on va faire, c'est complètement à l'autre bout du monde. Et je trouve que c'est tout à fait important de le saluer. Je vous laisse présenter votre projet. Alors, le projet Voyager autrement, c'est voyager, mais c'est aussi voyager en restant sur place, en fait. Puisqu'on accueille là des Vietnamiens actuellement, mais c'est dans le cadre du projet d'établissement de Rencontre 93, donc un établissement de l'AVEJ, qui accueille différents publics, des bébés et leurs familles, des parents, des adolescents, sur des accueils de jour au sein des ateliers scolaires, mais également en hébergement. Donc c'est réunir différents publics, hors mandat ou avec un mandat, et faire le pari de la rencontre, faire le pari de l'altérité, en se disant que c'est la rencontre de l'autre qui permettra de la reconnaissance de soi. Donc le projet Voyager autrement, après 8 années d'existence de l'établissement Rencontre 93, c'est aller au-delà des murs de l'institution, à travers des rencontres artistiques, puisqu'il y a beaucoup d'activités de médiation artistique au sein de l'établissement, et donc de permettre ces rencontres. Voilà. Mais aussi, aussi dans le cadre de l'élaboration du projet en lui-même, puisqu'on fait appel et en soutien avec des associations au niveau du territoire, des petites associations locales, également donc du coup des associations de solidarité internationale, mais également des fondations d'entreprises avec la Fondation Air France, BNP Paribas, etc. Enfin voilà, c'est aussi au-delà des murs même des institutions, voilà, et des partenariats plus classiques. Voilà, pour l'écriture d'un troisième scénario éventuel. Alors, également. Avec les Vietnamiens, dites-nous pourquoi vous avez choisi cette année, puisque c'est vietnamien. Je vais laisser la parole à Abdel Genaoui, qui est chef de service des ateliers scolaires, qui va pouvoir raconter l'histoire. Bonjour tout le monde. Pourquoi le Vietnam? Ça intrigue. Alors, juste une petite précision, nous travaillons avec des enfants de moins de 16 ans déscolarisés. Ça se généralise en France. Maintenant, on nous téléphone pour des enfants de 10 ans. Je le signale parce que c'est extrêmement important.
Donc on les reçoit après un temps de décrochage qui peut être de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a un grand travail à faire. On a choisi la culture et l'art comme moyen de réconciliation avec les apprentissages et le savoir, et puis de fil en aiguille avec des contacts, un travail de partenariat, et des tentatives de faire partager nos enfants des expériences d'ailleurs. On découvre que loin, loin, loin de Saint-Denis, il y a une association qui pratique la même chose avec des enfants de la rue, qui les fixe grâce à l'expression artistique. Et on se dit, c'est une chance unique, on va faire un travail d'ambassadeur, mais c'est les enfants qui seront des ambassadeurs. Donc on a appelé ce travail « Voyager autrement, au-delà des murs ». Alors ça va s'étaler sur 4 ans. Premier échange avec les enfants du Vietnam qui viennent, ils sont déjà là. Ça fait une semaine qu'ils partagent la création avec nous. Voilà, il y a 4 enfants de la rue de Ho Chi Minh Ville et 2 accompagnateurs. Donc ils partagent les ateliers avec nos jeunes, ils partagent les promenades dans Paris. Donc c'est nos jeunes qui portent la parole. Ils partiront dans une semaine. On verra ce qui va être créé, sûrement une grande fresque. Deuxième phase, ça sera en 2014, où c'est nos enfants qui vont partir auprès d'une autre association au Maroc. Ils vont partager, pareil, 15 jours dans un cadre scolaire, autour toujours de la création artistique. Et en 2017, ça sera autour d'une autre association au Chili. Nos jeunes, pareil, il y aura des échanges. On verra qui va partir chez l'autre, si c'est les Chiliens qui arrivent, si c'est nous qui partons. Par contre, d'ores et déjà, il y a un site que je vous invite à visiter, qui s'appelle Voyage au-delà des murs-du-6 art, et vous pouvez suivre toute cette aventure. Il y a déjà plusieurs expositions qui ont eu lieu, que ce soit à la BNP Moulin de Pantin, que ce soit à la ville de Draveil, que ce soit à la médiathèque, plusieurs endroits. En fait, d'où donc notre demande à participer à ce petit concours, demander ce soutien, c'est qu'aujourd'hui, ce projet a pris tellement d'allure, tellement de vitesse qu'il faut suivre. C'est la capacité de la résilience qu'on connaît chez l'adolescent. Aujourd'hui, on nous a demandé d'être nous aussi résilients. On va essayer d'être résilients avec la résilience des enfants et aller aussi vite qu'eux parce que c'est passionnant. Et dès qu'on les met en valeur, après vient le temps de la scolarité. À titre d'exemple, ces enfants qu'on prend, on est à Saint-Denis depuis 8 ans. Tout ce travail autour de l'art finit presque automatiquement à 75% avec des grandes réussites scolaires. Je le retrouve après, il y a tout ce travail sur les... Voilà. Donc je vais conclure cette note de réussite grâce à la culture et à l'art et à votre soutien. Merci. Voilà. Vous voyez que décidément, le mot accompagnement trouve tout son sens. Ils vont accompagner des enfants et l'URIOPS va les accompagner dans l'accompagnement. Donc ça va devenir un mot, un peu un leitmotiv. Hein. Enfin, vous avez vu, j'arrive du Secours catholique, nous c'était aussi le mot principal, Maris ne me dira pas le contraire. L'accompagnement, c'était quelque chose que nous voulions absolument mettre en place. Alors, le troisième, c'est l'association Village à Vivre pour le projet d'implantation d'un village à vivre à Chauffry. Alors, qui présente ce village à vivre? Voilà. Alors, le temps que Madame monte nous rejoindre, ça me fait tout drôle parce que ce projet, je le connais bien, puisqu'il a été présenté en son temps par Giovanna Brunet, qui était la présidente de la délégation de Seine-et-Marne du Secours catholique. Et à ma grande honte, je n'y avais pas cru. Mais en regardant le dossier, je crois qu'on n'a pas perdu notre temps parce que le dossier a changé par rapport à ce qu'il était. Et les zones de faiblesse que j'avais repérées à ce moment-là me semblent avoir disparu. Donc maintenant, je suis heureux de pouvoir vous saluer et de penser qu'en effet, et là vraiment je parle pour connaître le projet, vous avez toutes les chances de réussir. Je vous remercie, Président. Voilà. Je vous remercie, je sais que vous connaissez bien ce projet. Ah oui. Bon, écoutez, je remplace Giovanna Brunet, comme vient de dire le Président Soulage. Elle n'a pas pu être là cet après-midi, mais elle était là ce matin parmi vous. Et je voulais parler d'elle parce qu'elle est à l'origine de ce projet
c'est l'âme du projet. Ça fait 7 ans qu'elle se bat pour réussir à le faire sortir de terre. Bon, c'est un concept qui existe déjà à la Villa Sainte-Camille à Théoul, qui fonctionne depuis une trentaine d'années, et d'ailleurs avec succès, mais Giovanna voulait absolument faire la même chose en Seine-et-Marne. Grâce à la Fondation de France, nous avons pu embaucher un directeur de projet qui est dans la salle et qui pourra répondre à vos questions. Et nous avons pu trouver également un site qui est absolument exceptionnel. C'est à Chauffry, en Seine-et-Marne, c'est à 7 km de Coulommiers. Ça peut paraître un peu éloigné, mais c'est une région qui maintenant est peuplée, pas très loin de Disney, qui a beaucoup d'activités. Ça s'appelle le village de la vallée du Morin et il fonctionne depuis des années en hôtellerie. Donc maintenant, et nous avons également trouvé un bâtisseur. C'est ce que nous cherchions depuis des années. Nous sommes d'accord. C'est ce que nous cherchions. Nous avons trouvé un bâtisseur qui est d'ailleurs spécialisé dans le logement social et qui est prêt à réhabiliter les locaux et à bâtir ce qui est nécessaire pour répondre à la conformité. Bon, il s'agit pour nous maintenant d'arriver à la réalisation, à la phase de réalisation de ce concept. Alors, un petit mot sur le concept. C'est dans un lieu des personnes qui vivent ensemble, bien sûr, c'est-à-dire un tiers à peu près de personnes âgées, avec des moyens ou sans moyens, un tiers de personnes en difficulté, c'est-à-dire soit des jeunes en difficulté, soit des familles monoparentales, soit des personnes avec un handicap, et un tiers de touristes, touristes sociaux ou touristes ordinaires dans la partie hôtellerie. Il est évident que toutes ces personnes vont vivre entourées d'entreprises à l'intérieur du site. Je dis entreprises, ce sont des petites sociétés, genre cordonniers, coiffeurs, etc. Puisque dans le village de Chauffry, il n'y a à l'heure actuelle plus aucune activité. Ce village est à 6 km de Coulommiers et il fait partie de l'agglomération de Coulommiers. Donc, si vous voulez, c'est une interaction entre les uns et les autres, mais surtout entre l'intérieur de ce village et complètement l'extérieur, puisque tous les services seront apportés par l'extérieur. Ce projet en sentier battu, qui sort des sentiers battus, excusez-moi, qui sort des sentiers battus, de par son concept, est totalement innovant et ne rentre bien sûr dans aucun cadre législatif. C'est ce qui fait notre grande difficulté pour arriver à le faire aboutir, puisque même, si vous voulez, la DDT, la DDCS que nous avons contactés et qui nous connaissent très bien, nous en faut savoir que puisqu'on ne rentrait pas dans un cadre, il serait très difficile de nous financer. Bon, à l'heure actuelle, nous pensons avoir d'autres pistes pour pouvoir fonctionner. D'autant plus que, si vous voulez, ce caractère innovant, c'est chaque personne à l'intérieur du site sera acteur non seulement de sa propre activité, mais surtout acteur avec les autres dans le cadre du collectif pour la promotion des uns et des autres. Que pourrais-je vous dire d'autre ? Non, mais j'ai encore beaucoup de choses. Je vous conseille, je pourrais en parler pendant longtemps, hein, parce que du moment que je travaille sur le projet de façon... Alors, ce projet sortant des sentiers battus met en œuvre une totale, je lis hein, parce que dans mémoire me fait défaut, une totale mutualisation des compétences de ces acteurs dans le cadre d'une économie collaborative dans laquelle les personnes sont responsables du fonctionnement du village. Alors moi, je voudrais quand même remercier l'UBIOPS pour son choix, parce que cela va nous permettre d'avancer dans nos
dans notre démarche, dans nos relations partenariales, dans les domaines de la communication et de l'assistance administrative et juridique qui nous est proposée, car il faut savoir que nous avons déjà un certain nombre de partenaires et nous avons absolument la nécessité de savoir nous positionner par rapport à tous ces partenaires. Alors le vivre ensemble, tout le monde en entend parler, c'est devenu un véritable leitmotiv depuis quelque temps. La radio, la télévision, vivre ensemble, oui, mais enfin vivre ensemble, comment? Le lien social, moi ça fait des années que je sévis dans le secteur et j'entends toujours parler du lien social. Eh bien, il y a Village à vivre, c'est la réalisation effective, efficace, du vivre ensemble autrement, grâce au lien social entre tous ces acteurs. Alors, je termine en disant un grand merci à l'URIOPS qui va nous permettre d'avancer dans ce projet qui date de plusieurs années. Merci à tous. C'est votre dernière enveloppe. Non, je voudrais faire simplement une remarque parce que vous avez souligné la difficulté extraordinaire dans ce pays de faire des expérimentations. Et il se trouve qu'effectivement, Village à vivre tord un peu le cou à un certain nombre de règles du Code du travail, du financement, de l'insertion, etc. Et que ça vaudrait probablement la peine, du côté de l'URIOPS, voire de l'UNIOPS, je dis ça pour Monsieur le Président, que de temps en temps, on ait des projets comme ça, qu'on se batte pour qu'ils aient le statut d'expérimentation. Moi, j'ai obtenu ça quand j'étais au Secours catholique sur des questions d'emploi, obtenir enfin d'expérimentation, c'est-à-dire que les directions du travail ne nous disent pas « Ah, ça, la loi ne le prévoit pas, donc vous ne pouvez pas faire. » Ben oui, moyennant quoi, on n'avance pas. Or, vous avez toute une idée, toute une série de concepts qui permettraient d'avancer. Je crois que ça vaut la peine de se battre pour obtenir que ce soit une expérimentation avec un comité de pilotage d'expérimentation. Mais je pourrais vous dire comment on fait, puisque j'ai réussi quand même à en faire pendant 3 ans dans le domaine de l'emploi. Alors, le dernier, moi je sais, parce que comme il y en avait 4, l'association Coup de cœur, le coup de cœur, c'est l'association La Résidence Sociale, mais le projet s'appelle La Ferme des Possibles. Alors vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est encore en Seine-Saint-Denis. Bon, parce qu'on a déjà eu... On en a d'ailleurs beaucoup entendu parler avec Jean-Pierre Duport tout à l'heure. Mais ce projet, il est... Moi, quand je l'ai lu, il m'a étonné parce qu'on parle d'agriculture urbaine. Alors, agriculture urbaine en Seine-Saint-Denis, je connais un peu la région parce que c'est du côté de Stein. Je ne voyais pas beaucoup d'espace libre. Non, mais vous allez nous raconter. Parce que quand on va dans cette région, on voit plutôt des usines désaffectées. Mais bon, alors vous avez là un créneau particulier que vous allez nous expliquer. Je vous laisse la parole. Avec plaisir. Alors d'abord, le projet de la Ferme des Possibles, c'est un projet collectif. Donc aujourd'hui, je ne suis qu'un maillon de ce projet. Je suis accompagnée de Nicoletta Pitard, qui est chargée de communication à la résidence sociale. Mais je voulais bien insister sur le fait que nous sommes tous des coopérateurs dans ce projet. Alors d'abord, effectivement, c'est un projet de développement local autour de la création d'une filière agricole urbaine. Et effectivement. Donc en fait, ce projet a été rêvé, imaginé et initié par plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire à travers 2 associations. La première, Novaedia, qui est une association d'insertion et de formation, et la résidence sociale, plus particulièrement à travers ces 3 établissements de Seine-Saint-Denis, 2 ESAT, son ESAT Marville, son ESAT Pleyel et son EM-Pro. Alors en fait, il y a quand même des terrains à Stein, et la Ferme des Possibles est implantée sur un terrain d'1 hectare, en cœur de ville, mise à disposition par le CIVOM de Stein-Perfit. Et en fait, la Ferme des Possibles renoue avec sa tradition historique de terres agricoles et de maraîchage. Alors la Ferme des Possibles ambitionne d'impliquer l'ensemble des acteurs du territoire qui souhaitent apporter leur contribution aux défis de la société. Alors il s'agit d'abord d'un jumelage entre des partenaires qui sont à la fois différents et complémentaires, et de la mise en place de binômes, des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de précarité autour de la filière agricole urbaine. Là, vous compliquez la vie, parce que votre binôme, c'est des gens qui sont tous les 2 en situation délicate. Exactement, mais ça marche déjà.
On a déjà démarré. Comme j'avais vu ça, je pense que c'est important de le souligner. Oui, Parce que là, exactement. vous y allez fort, hein. Parce qu'on s'est appuyé déjà sur une première expérimentation au niveau de la conception de cocktails, de paniers de fruits, de plateaux repas. Alors, la ferme des possibles, c'est l'exploitation de terre donc, en milieu urbain, donc il y aura du maraîchage, des arbres fruitiers, des plantes, de l'apiculture, des petits animaux, la transformation et la vente des produits, puisque c'est une filière agricole, ce n'est pas uniquement la production, c'est la transformation et la vente des produits de la ferme. On sait bien qu'un hectare, on n'arrivera pas à en vivre, mais on a d'autres projets derrière. Et puis aussi faire la promotion de tous les petits artisans et producteurs locaux. C'est la gestion et l'animation d'un pôle territorial d'insertion et de développement économique, toujours autour de cette filière agricole. C'est un lieu aussi qui se veut ou qui se voudra, un lieu donc de réflexion, d'innovation et de sensibilisation aux questions environnementales et de développement durable. Alors, c'est bien la filière agricole qui sera le support de développement. On parlait encore tout à l'heure de l'accompagnement. Oui, nous aussi, nous parlons d'accompagnement à l'intégration professionnelle et sociale et ainsi qu'à l'autonomie. Avec une idée force, de permettre à chacun de trouver sa place dans la société et de promouvoir la diversité comme vecteur de développement local. Alors, la ferme des possibles, c'est pour nous la ferme de tous les possibles, vous avez bien compris. Donc c'est peut-être un projet très ambitieux, sûrement, mais un projet très enthousiasmant. Une nouvelle manière peut-être de faire société, qui est un thème cher au réseau UNIOP sur IOPS. Une part de rêve, une part d'utopie, mais osons l'utopie. Et je voudrais passer la parole à Nicoletta. Près du micro. Que reste à dire après ce beau discours? Il reste à dire merci. Un prix comme ça nous donne du courage pour continuer. Et puis, si on a pu collaborer et créer ce projet de zéro, c'est parce qu'on a trouvé des gens qui, comme nous, la résidence sociale, ont choisi de croire dans la capacité des gens plutôt que voir leurs difficultés et croire dans leur potentiel plus que dans leur handicap. Et donc, ainsi, on s'est concentré sur ce qu'ils sont capables de faire et on voit qu'ils sont capables de faire plein de choses et on va aller toujours plus loin. Donc, je ne sais pas quoi dire. Il y a un projet pédagogique qui va se mettre en place avec des collégiens et des lycéens. Et il y a aussi une plantation d'arbres le 25 novembre. Donc, je vous invite à participer. Elle est ouverte à tous. Et surtout, le lieu de la ferme des possibles va être un endroit ouvert à tous. C'est ainsi qu'on souhaite agir dans la solidarité et dans l'accompagnement. Je vous remercie. Alors, ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est qu'en plus de choisir des populations en difficulté, ils ont un statut qui est un peu nouveau, qui est la société coopérative d'intérêt collectif. Alors ça me va droit au cœur parce que j'en suis un des créateurs dans mes fonctions antérieures. Donc, mais ce n'est pas simple non plus comme statut. Donc vous avez vraiment, je comprends que vous avez fait le coup de cœur, parce que là, vous avez vraiment un projet très complet et tout à fait intéressant. Bravo. Merci Monsieur Soulage et merci à tous les candidats, ceux qui ont été retenus comme ceux qui ne l'ont pas été. On va faire une photo finish